Bienvenue dans Voices for Change, un podcast proposé par EcoCert. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans du groupe. Chaque épisode donne la parole à un expert ou acteur du développement durable. Avec eux, nous nous penchons sur un domaine, un engagement particulier qui concerne EcoCert. Notre invité dévoile librement son analyse, apporte ses solutions et nous invite à nous interroger sur nos habitudes. Ils sont de généreux avocats d'action menant à un monde durable et responsable. Nous espérons que leurs voix résonneront en vous. Gilles Boeuf est un biologiste français, spécialiste des écosystèmes, président de l'Agence française pour la biodiversité. Il parcourt le monde pour expliquer entre autres le rôle de l'eau dans le vivant et les ressources vivantes marines, l'adaptation au milieu, l'importance de la biodiversité pour l'avenir des sols. À notre micro, il raconte avec une passion communicative comment et pourquoi respecter le vivant, du plus petit au plus grand, pour garantir à tous un avenir où l'équilibre et le vivre ensemble sont possibles. Bonjour Monsieur Boeuf, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours en 3 grandes étapes ou 3 points clés? Moi, donc, je suis professeur des universités. J'ai présidé pendant 7 ans le Muséum national d'histoire naturelle à Paris et j'ai été professeur invité au Collège de France sur la chaire développement durable, énergie, environnement et société. Aujourd'hui, je préside le CEBIOS, le Centre international d'études sur le biomimétisme et la bioinspiration. Je suis en même temps le président d'une réserve naturelle dans les Pyrénées-Orientales qui vient d'avoir l'agrément de l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par biodiversité et ses grands enjeux aujourd'hui? Alors, la biodiversité, c'est un terme qui a été inventé par un écologue de la conservation aux États-Unis en 1985. C'était la contraction de Biological Diversity de l'anglais et c'est resté confidentiel chez les écologues de la conservation jusqu'en 1992, au moment du sommet de la Terre à Rio. Alors, les gens ont souvent du mal à utiliser ce terme. Son synonyme le plus évident, c'est le vivant. Voilà. La biodiversité, c'est le vivant. Tout ce qui est vivant, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Je disais dans ma leçon au Collège de France que c'est tout simplement aujourd'hui, la fraction vivante de la nature. Donc ça comprend tous les êtres vivants, les bactéries, les protistes, ces grosses cellules à noyaux que sont par exemple le phytoplancton de l'océan ou les levures. Et sans levure, je rappelle qu'il n'y a pas de bière, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de pain. Les champignons, les plantes et les animaux. Et l'humain est profondément dans cette biodiversité, puisque lui-même est composé de cellules humaines et au moins autant de micro-organismes, de bactéries qui vivent dans lui et sur lui. L'humain est très complexe, en fait, et si c'est vrai pour l'humain, c'est vrai aussi pour n'importe quel être vivant. Nous sommes pluriels, tous entrelacés. Et c'est ça que l'humain a oublié aujourd'hui. On ne peut pas se passer de cette biodiversité. On est dedans, on ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Et si on ne coopère pas bien, c'est des maladies très graves comme l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, Alzheimer ou l'autisme. Mais c'est intéressant de voir comment le petit Covid-19 cible les gens qui déjà sont en très mauvaise relation avec ces micro-organismes au sein de chacun, ce qu'on appelle la comorbidité. En fait, ce que l'enjeu, selon vous, c'est préserver la biodiversité, ça signifie préserver le vivant et donc préserver le fait que nous soyons vivants. Évidemment, bien sûr, encore une fois, je vous dis, on ne peut pas s'en passer, on ne mange que ça, on ne coopère qu'avec ça. Et s'il y a un défaut de coopération, eh bien, c'est des pathologies très graves chez l'humain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cible, le Covid-19? Des gens qui, effectivement, ne seraient déjà plus là sans les progrès de la médecine moderne. Vous avez dit, nous avons une relation plus intime avec les acariens qu'avec notre propre époux. Est-ce que c'est ça la diversité? Enfin, expliquez-nous ce que vous vouliez dire par là. Ce que je voulais dire, c'est que chaque humain, dans son lit, et qu'est-ce qui est plus intime que son lit? Rien, a chaque matin, parce qu'il y a dormi, entre 1 et 2 millions d'acariens. Donc c'est vrai que ces acariens sont essentiels. Alors, il y a des cas où des gens font des allergies, dans ce cas-là, il faut traiter effectivement la nitrite, mais dans l'immensité des autres cas, ils sont là pour manger les cellules de la peau qui se desquament, les cheveux, les poils, toutes les humeurs dans un lit humain après les ébats de la nuit. Et c'est juste une démonstration, en fait, pour
faire comprendre à mes interlocuteurs que nous sommes en permanence dans ce vivant. On y baigne. Un arbre, c'est beaucoup plus du micro-organisme que ses racines, ses branches, son tronc. Et tous les êtres vivants sont comme ça, jamais seuls. En quoi les enjeux de biodiversité et de changement climatique sont-ils liés ? Alors, ils sont souvent liés, pas toujours. Par exemple, je prends un exemple, la surpêche du thon rouge en Méditerranée n'a rien à voir avec le changement climatique. L'usage des néonicotinoïdes sur la betterave, idem. Souvent, ils sont liés. C'est clair que le climat qui change trop vite affecte le vivant pour deux raisons évidentes. D'abord, la température, qui est un facteur physique essentiel pour le vivant. Si la vie est sur la Terre, c'est parce que l'eau y est liquide. Donc, d'une température entre 0 et 100 degrés. Et un bébé humain qui naît, c'est quand même 75% d'eau liquide. On l'a complètement oublié. Tous les deux qui discutons en ce moment, on est fait aux 2/3 d'eau liquide. Donc, toutes les cellules vivantes sont faites de liquide, hein, du Covid-19 jusqu'à l'humain. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. L'eau, c'est la vie. Ce qui veut dire que, comme cette eau est influencée par la température pour sa forme physique, ben évidemment, le vivant est influencé par la température. On sait aussi que les températures qui augmentent ce qu'on appelle le métabolisme, donc la consommation d'oxygène par les êtres vivants, et ça va déclencher des migrations. Chaque être vivant se trouve dans des conditions particulières d'environnement, et puis si jamais la température est trop haute ou trop basse, il va s'en aller vers le nord ou vers le sud. On le voit pour tous les êtres vivants. Alors l'humain est particulier parce que par sa technologie, il s'est mis à se chauffer l'hiver et à se refroidir l'été. Donc ça émousse nos capacités, bien évidemment. Donc c'est vrai que la température, les migrations sont absolument fondamentales pour ce vivant qui s'est installé quelque part. Et puis ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce climat qui change parce qu'il pleut trop, il ne pleut pas assez, il y a des violents événements de tempêtes, de gel, tout ce que vous voulez, hein, qui vont affecter ce vivant. Ça, c'est classique, c'est facile à comprendre. Mais ce qu'on oublie, c'est que le vivant qui s'en va, en retour, affecte le climat. Surpêcher, les poissons pélagiques changent la capacité de l'océan à fixer le gaz carbonique, par exemple, parce que une super production de zooplancton, qui mange trop de phytoplancton, fait que c'est l'océan vivant qui sait absorber ce CO2 en excès qui nous empoisonne aujourd'hui. C'est aussi le fait que si la forêt s'en va, si on enlève les arbres, il ne pleut plus. Et s'il ne pleut plus, eh bien, il n'y a pas d'agriculture possible. Donc, vous voyez qu'il y a des relations constantes entre climat et vivant et climat. D'ailleurs, une des conclusions de l'UICN, la semaine dernière à Marseille, ça a été de dire climat et vivant, même combat. La question que je voulais vous poser ensuite, vous y répondez déjà en partie. Je voulais vous interroger sur l'évolution, le lien entre l'évolution du vivant et l'alimentation ou la consommation même de façon générale. Ben, si vous voulez, bon, d'abord il faut bien voir que le vivant se nourrit, hein, donc l'alimentation c'est essentiel. Chaque être vivant doit consommer quelque chose pour exister, pour se développer, pour se reproduire, bien sûr, hein, et en relation avec les autres. Alors, vous avez des éléments en alimentation qui paraissent violents, un lion qui tue une gazelle, mais il y aura toujours plus de gazelles que des lions, même si le phénomène est violent, c'est harmonieux dans un système écologique. Donc, la première cellule vivante s'est nourrie, hein, elle s'est nourrie à l'extérieur. Parce qu'une cellule, c'est quoi? C'est une membrane avec quelque chose à l'intérieur et à l'extérieur. Et avec des communications permanentes entre les deux, bien évidemment. Hein. Donc, comme nous sommes faits de milliards de cellules, on a dit des cellules humaines, mais aussi des cellules bactériennes dans nous et sur nous, l'alimentation est essentielle. Alors, l'humain, lorsqu'il a commencé à pérégriner sur la Terre, hein, donc l'Homo sapiens actuel, il a à peu près 400 000 ans, il se nourrissait de ce qu'il trouvait. Et puis, vers à peu près 12 000 ans, on a commencé en fait à arrêter ce nomadisme des chasseurs-cueilleurs. On s'est fixé quelque part. Les femmes ont fait beaucoup plus d'enfants et ça nous a obligés à produire notre alimentation sur place. Et là, on va inventer l'agriculture et l'élevage. Et ça va bouleverser le système Terre parce que l'humain, évidemment, va prendre de plus en plus d'importance. Il va enlever des écosystèmes complets, la forêt tropicale, par exemple, ou la forêt boréale, pour installer des territoires agricoles. Et puis, il va se multiplier aussi. On estime qu'à l'époque, les humains étaient de l'ordre à peu près de 5 millions d'humains sur la Terre. On arrive à 8 milliards aujourd'hui. Donc, l'alimentation, elle a varié en fonction de ça. Par exemple, un phénomène super intéressant pour nous,
c'est la digestion des produits laitiers. L'humain ne savait pas faire ça. Il a fallu que des pasteurs agriculteurs dans les plaines d'Asie centrale, également aussi dans des régions du sud du Sahara, aient commencé à élever des mammifères qui produisaient du lait, dromadaire, le chameau, la vache, la brebis, tout ce que vous voulez, la jument aussi. Et on a commencé à consommer ces produits laitiers. Et là, on a acquis, grâce à une coopération avec des bactéries, la capacité à digérer ces produits qui au départ, on pouvait pas les digérer. Le lait est très toxique pour l'adulte. Donc c'est vrai que l'alimentation a été tout à fait en relation avec cela. C'est une évolution de l'humain qui s'est mis en adéquation par rapport à ce qu'il avait envie de manger, ce qu'il pouvait manger. Alors, vous parlez souvent de l'importance de la diversité et du vivant pour les sols. Est-ce que vous pouvez là aussi nous expliquer l'enjeu? Bien sûr, alors simplement quelques chiffres si vous voulez. Aujourd'hui, il existe à peu près connu, donc déposés dans les musées, photographiés, dessinés, séquencés, identifiés, un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes, 2,4 millions. Et là-dedans, je répète, ce sont des bactéries, ce sont des protistes, ce sont des champignons, des plantes et des animaux. Eh bien, en gros, aujourd'hui, on connaît 13% de tout ça, c'est dans l'océan. Et les sols, c'est 2 fois plus. C'est-à-dire qu'en gros, un quart de tout ce qui est connu comme vivant sur la Terre vient des sols. Et le drame actuel, c'est qu'on a tué la moitié des sols par nos nouvelles agricultures. D'une part, une hypermécanisation, donc très physique, un labourage trop profond, des tracteurs beaucoup trop lourds. Et d'autre côté, bien sûr, l'usage des produits chimiques de synthèse toxiques, herbicides, pesticides, insecticides, en anglais biocides, des tueurs de vie. Comment voulez-vous qu'on produise de l'alimentation digne de ce nom, en adéquation avec les besoins de l'humain et des animaux domestiques, avec des produits qui sont des tueurs de vie? C'est pas possible. Donc le premier objectif, ramener de la vie et de la diversité biologique dans les sols, c'est absolument essentiel. Et comment on fait ça? C'est très simple. On arrête de mettre des pesticides et on réensemence les sols avec des colamboles, avec des acariens, avec des nématodes, avec des tardigrades, avec des lombriques. On sait faire ça. Ce qu'il faut, c'est arrêter ces produits toxiques et puis ramener de la vie dans les sols. Il y a plein de gens qui sont en train de faire ça à l'heure actuelle. De toute façon, ce sera pour moi l'étape indispensable si on veut demain retrouver de l'harmonie entre l'alimentation et l'humain. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir une alimentation raisonnée et durable qui soit à la fois capable de nourrir les 10 milliards de terriens de 2050 sans menacer la biodiversité? Très simplement, je viens de le dire, c'est simplement d'abord en ramenant de la vie dans les sols, deuxièmement en faisant absolument de façon essentielle de la polyculture. On arrête la culture d'une seule plante sur un endroit au même moment. On mélange des cultures, du petit pois sur le blé par exemple. On fait des assolements. On ne laisse jamais les territoires marrons sans végétation par-dessus. On ramène de la matière organique. On ramène du vivant sur les sols, on les ramène dans les sols et sur les sols, et puis on fait une production soit de plantes, soit d'animaux, dans des conditions différentes. Il est clair aussi qu'il faut qu'on mange beaucoup moins de protéines carnées, moins de poissons, moins de viande. Parce qu'à la fois, ces élevages de viande ont une influence sur le climat qui change trop vite, mais aussi, bien sûr, ils utilisent des territoires très importants en surface. Donc si je résume, produire différemment, consommer différemment et se comporter différemment. Complètement, c'est une vraie métamorphose pour l'humain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup plus de sobriété. Il faut qu'on arrête cette imprévoyance de l'humain. L'humain n'a aucune culture de l'impact. Si je fais ça, il va se passer ça. C'est très important. Deuxièmement, tuer l'arrogance, surtout chez les garçons. Et troisièmement, la cupidité. Ce qui veut dire que l'avenir doit donner un peu d'émerveillement aujourd'hui aux gens. C'est pas dire que tout est fichu. C'est pas par la collapsologie ou le catastrophisme qu'on va traiter ces questions-là. Mais il faut qu'on change. Et vous savez, en évolution, vous me posiez la question, les espèces vivantes se sont adaptées depuis 4 milliards d'années, un petit peu moins. Mais pour s'adapter, elles ont changé. Ce que nous, on fait toujours pas. C'est intéressant finalement. Vous dites que la responsabilité, c'est la conscience de l'impact. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais on peut s'en sortir, on peut nourrir 8 milliards d'humains. Le problème, c'est la distribution de la ressource. Et pour moi, il y aura un aspect très important, ça va être d'accepter de payer son alimentation. Si on paye décemment le paysan qui produit avec passion ce qu'il fait,
eh bien, il arrêtera ces produits dangereux qu'on utilise aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'était un peu la question que je voulais vous poser juste après. Je vous ai souvent entendu en interview vous insurger ou en tout cas critiquer les discours trop alarmistes en matière de durabilité et de changement, enfin dans la mesure où, selon vous, si j'ai bien compris, être trop alarmiste, ça n'aide pas à soutenir l'évolution. Pas Mais du tout. Il faut être un petit peu intranquille, mais pas en éco-anxiété paralysante. Et alors, il y a eu une interview où vous parliez d'une thématique qui est la résilience de la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors oui, c'est important, mais n'oubliez jamais une chose. Vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort. Et ça, les gens l'oublient tous les jours. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on ait des systèmes de perturbation sur lesquels le vivant peut réagir, il va résister, et s'il n'est pas mort, il va résilier. C'est quoi la résilience? C'est exactement comme après une dépression nerveuse ou après un drame, un trauma profond. On peut prendre le Bataclan, on peut prendre, si vous voulez, les massacres du Rwanda, on peut prendre l'inceste. Comment est-ce qu'après de terribles traumas comme ça, on est capable de revenir dans un état plus ou moins proche de ce qu'on était auparavant? Mais ça se produit que si, effectivement, on n'a pas disparu. Donc aujourd'hui, l'océan est résilient, les sols sont résilients. Dans des considérations, bien sûr, on ne les a pas entièrement détruits. Donc tout ça, ça fait partie du système et le vivant est incroyablement résilient. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui que les femmes vivent beaucoup plus longtemps que les garçons, je pense que leur résilience est supérieure à celle des garçons. On leur fait pas une vie très belle aux femmes aujourd'hui. Quand vous regardez à 100 ans en ce moment-là, en France, sur 4 centenaires, il y a 3 femmes. Vous dites que porter secours aux vivants, c'est aussi une opportunité pour l'homme et pour l'économie. Et donc ça peut peut-être permettre de rassembler plus de personnes autour de cette évolution. Vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'entre 40 et 50% de tous les revenus financiers de la planète sont basés sur le vivant. Donc c'est absolument gigantesque et considérable. Il faut être fou pour imaginer autre chose. La question actuelle, c'est que on est dans un système de terre qui est fini, dans l'espace, dans le temps, dans le moment qui passe. Et aujourd'hui, on vit certainement au-dessus de nos moyens. Vous savez qu'on a fait des calculs comme ça là-dessus. Donc, c'est alimenter tout le monde. Le principal problème pour moi, d'ailleurs, c'est le premier objectif des Nations Unies, c'est éradiquer la pauvreté. Donc, il y aura des gens qui... Là, vous savez, vous avez 1 milliard d'humains qui meurent de ne pas manger et vous avez 1 milliard qui meurent de trop manger. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre ça en considération? Ce qui veut dire que la certification, justement, de la qualité du produit qu'on va ingérer, elle est fondamentale. Mais encore une fois, pour ça, il faut accepter de payer son alimentation. Et aujourd'hui, on a dit au monde agricole, produisez plus, le moins cher possible. Ça ne marche pas. Il faut les respecter, ils travaillent. Donc, c'est exactement pareil pour des billets d'avion vendus à 5 €, pour lesquels l'autre jour, le patron d'EasyJet disait, c'est scandaleux, le test Covid coûte plus cher que le billet d'avion. Voilà le problème. J'aurais honte de dire ça. Donc, revenons à de la décence. On a dit de l'humilité. Vous savez, le principal problème qui nous guette, y compris dans l'alimentation, c'est la démesure. Eh bien, il faut revenir à des choses beaucoup plus intéressantes que cela. Et je dis souvent, moi, à mes étudiants, on me dit, vous savez, aujourd'hui, on ne sauve que ce qui sert à quelque chose. Ça va. Depuis ce matin, on a fait plein de choses qui ne servent à rien, mais qui nous ont apporté du bonheur ou du plaisir. Ça, il faut le comptabiliser dans la croissance beaucoup plus que des faits comptables ou des faits financiers. Donc, moi, je suis très proche d'Edgar Morin, qui avait d'avoir 100 ans, et il disait au président Macron, il y a quelques semaines, vous savez, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait, et tout est là aujourd'hui. Et il faut écouter aussi des populations, par exemple, de peuples premiers, aujourd'hui, qui nous démontrent que bien leur environnement est beaucoup moins saccagé que le nôtre, parce qu'ils ont un respect de ce vivant. On ne surchasse pas, on ne surpêche pas, on n'est pas de produits dangereux partout, on ne dissémine pas tout partout. Et ça, c'est très important à prendre en considération. C'est moins une mentalité. Encore une fois, moi, je suis biologiste jusqu'au terme de métamorphose. Vous savez, une anecdote au sujet des acariens, je faisais
dans une classe de jeunes enfants il y a quelque temps. Ils avaient pas 10 ans et un petit garçon. Je lui ai montré mes acariens sur une grande image. Alors évidemment, il a trouvé que c'était moche, que c'était laid, que c'était plein d'épines et de poils. Ouh là là. Mais il avait vu que je les aimais quand même, donc il voulait pas me faire de mal. Et il me dit, mais alors Gilles, quand je reviens me recoucher la nuit après avoir fait pipi, j'écrase mes acariens. Ben, je dis non, tu vois. Ils sont trop petits. Et ça l'a rassuré. C'est pour ça qu'il faut démarrer très très tôt. L'écologie, il faut la démarrer tout petit. Et surtout ne pas confondre écologie et écologisme. Hein. C'est pas du tout la même chose. Et ça veut dire qu'on va remettre dans l'harmonie et que si l'humain admet qu'il est lui aussi le vivant parce qu'il partage son ADN avec une fourmi, avec une algue marine, avec une banane. Hein. S'il admet qu'il est fait pour plus de la moitié d'eau liquide, s'il admet effectivement qu'il a ses relations intimes avec ce vivant qu'on évoquait tout à l'heure, il va comprendre que chaque fois qu'on va agresser ce vivant, on s'auto-agresse. Ce qui est vraiment stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée au milieu du XVIIIe siècle Homo sapiens, l'homme qui sait. J'aimerais terminer par cette question. Quel serait le message que vous aimeriez adresser à chaque personne qui vous écoute pour que l'on puisse collectivement répondre à tous les défis de la biodiversité? Mon message était clair et très simple, beaucoup plus d'amour. Et écouter les médias depuis le Covid, c'est épouvantable. Ce n'est que de la haine, ce n'est que de la tolérance. Vous savez, le drame, moi qui suis un scientifique, de quoi je souffre depuis 1 an et demi, on n'arrête pas de diffuser des opinions. Et la science n'est pas une opinion. Je ne voudrais pas un monde dirigé par les scientifiques, parce qu'ils ont aussi des écoles mais n'empêche que si on utilisait un peu mieux la science, pas les opinions, pour baser nos relations à l'environnement, ça changerait beaucoup de choses. Donc beaucoup plus d'amour, du respect, des choses très simples. Parce que, vous savez, si on ne le fait pas, on a envie de travailler et de vivre là où vous êtes, là où je suis moi aujourd'hui, sous mes chaînes de Dordogne, là, en harmonie, ce qui veut dire que on veut y vivre, avoir sa famille, des enfants, des petits-enfants, des amis, c'est important les amis. Créer de l'emploi, hein. Faut pas opposer les deux. Créer de l'emploi sans détruire l'endroit dans lequel on habite. Ou pire, détruire l'endroit où d'autres habitent. Donc voilà. Donc ma recommandation, c'est du respect, de l'amour, de l'envie de faire quelque chose, de se regrouper et surtout de remettre les priorités là où elles sont, mais pas sur des choses aujourd'hui matérielles qui n'ont aucun sens. Ecocert remercie vivement Gilles Boeuf d'avoir participé à la célébration de son 30e anniversaire. Dans les prochains épisodes, nous parlerons biodiversité terrestre et marine. Nous tenterons de clarifier l'ensemble des enjeux de la protection du vivant. Nous établirons le lien, a priori pas si évident, entre agriculture biologique et empowerment des femmes. Nous essaierons de comprendre en quoi les ODD de l'ONU peuvent inspirer les stratégies RSE des entreprises, mais aussi en quoi les normes nourrissent et guident le développement durable. Nous irons au cœur de l'Europe, puis d'Inde en Afrique. Bref, 10 épisodes pour déterminer la meilleure façon de relever les défis des changements climatiques en compagnie d'illustres experts. À très vite pour un nouvel épisode.